Bon, on va peut-être commencer. Alors, bonjour à tous. Je vous remercie d'être venus nombreux à notre 20e matinale pro. Alors, pour cette matinale, il nous a paru majeur de mettre l'accent sur une nouvelle forme de revue, et notamment la revue dessinée, en invitant Sylvain Ricard. Vous le savez, les revues traditionnelles de bande dessinée ont petit à petit disparu. En septembre 2013, nous avons eu la bonne surprise de voir arriver le premier ouvrage de la revue dessinée. Un format livre de plus de 200 pages, très dense, très qualitatif. Un journal dessiné, une revue dessinée, enfin un magazine en quelque sorte, racontant des histoires d'aujourd'hui, par des auteurs plus ou moins connus, mais peu importe, on a tout de suite eu envie de le lire. Je dirais que ma première question, ça sera: assistons-nous à une nouvelle mutation des revues de bande dessinée? Voilà, Sylvain, enfin, je pense que juste avant cette question fondamentale, tu vas peut-être te le présenter et ensuite nous présenter la revue. Voilà, si tu veux bien. Bonjour à toutes et tous. Moi, je suis Sylvain Ricard, cofondateur de la revue dessinée, rédacteur en chef adjoint. Avant ça, j'ai fait pas mal de livres en tant que scénariste, j'en ai fait une trentaine. Et avant ça, j'étais chercheur, ce qui n'a absolument rien à voir. Voilà, pour la présentation, je peux décliner mon état civil, mais je pense que ça c'est très intéressant. Ça ira. Voilà, alors peut-être peux-tu nous parler justement, quelle idée vous est venue à l'esprit de créer une pure revue bande dessinée, puisqu'il y a des sujets d'actualité, il y a des sujets, ça traite de sujets de société, ça traite de tout en fait. Alors ça traite de tout. Il n'y a pas de fiction, donc ça ne traite que de la bande dessinée qu'on appelle la bande dessinée du réel. Il y a des reportages, des enquêtes, des documentaires, des chroniques, un certain nombre de choses, tout en traitement dessiné, que ce soit du texte illustré. Enfin, c'est principalement de la bande dessinée, il y a quelques infographies, des choses comme ça. L'idée, elle a germé en fait au tout départ dans le cerveau de Franck Bourgeron. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, nous on a commencé au début des années 2000, on est très nombreux auteurs à avoir commencé dans ces eaux-là, et puis on en avait ras-le-bol dans les festivals, on se plaignait tout le temps, on gagne pas bien nos vies, les éditeurs ne nous traitent pas bien, on s'emmerde, voilà, enfin bon bref. Et au bout d'un moment, Franck nous a dit à quelques copains, on n'a qu'à faire quelque chose, puisqu'on n'arrête pas de se plaindre, comme ça on arrêtera de se plaindre. Et du coup on s'est réunis et puis on a dit qu'est-ce qu'on aimerait faire. On aime la bande dessinée, on aime l'actualité et l'information. 21 avait été créé 2 ans auparavant, nous avait montré qu'en fait il y a un modèle économique pour les revues vendues en librairie, et on a dit faisons de l'actualité en bande dessinée et puis vendons-la en librairie et voyons ce que ça donne. Et c'est comme ça qu'on est parti en fait. On est parti franchement de façon complètement inconsciente, sans se rendre compte de l'ampleur de ce qu'on démarrait, ni en termes de travail, ni en termes de pognon, parce que c'est une revue qui coûte très très cher, et en sachant pas du tout, on ne s'attendait pas à avoir un tel succès. Nous, c'est pas un succès énorme, enfin c'est inespéré par rapport à ce qu'on escomptait. Et puis on s'est rendu compte en fait au même moment que se créait la revue Mauvais Esprit, et puis il y a eu la revue Professeur Cyclope qui était en association avec Arte, Télérama, qui est de la bande dessinée numérique de fiction. Et puis il y a eu la revue Arg qui s'est créée aussi au même moment, et toutes ces initiatives étaient des initiatives d'auteurs, exactement comme Pilote, des initiatives d'auteurs, l'Écho des Savanes, Fluide Glacial, enfin l'association après, Ego Comics, La Requin Marteau, en fait toutes les grandes initiatives, tout ce qui a pas révolutionné, mais en tout cas fait avancer la bande dessinée, fait autre chose à un moment donné, quand les éditeurs étaient dans le plat-plat de la production, et c'est venu des auteurs. Mais voilà, nous, à ce moment-là, il y a eu une espèce d'émulation il y a 2-3 ans, et puis il y a plein d'initiatives qui sont nées des auteurs. Malheureusement, il y en a qui se sont déjà arrêtés, mais nous on continue et on espère que ça va continuer longtemps. Et quelle démarche vous avez eue justement pour arriver à créer cette revue? Parce que vous n'êtes pas éditeur, vous n'êtes pas, je dirais que vous êtes des dessinateurs ou des scénaristes, et puis voilà,
Mais on n'est pas idiot. Voilà. Bon, Alors d'abord, il faut savoir que Franck Bourgeron, lui, il a été directeur de prod d'animation pendant de nombreuses années, il était réalisateur, donc il sait très bien gérer les petites entreprises. Moi, j'ai été directeur adjoint d'un centre de génétique chez Sanofi, c'était un énorme bousin. J'avais aussi à gérer des budgets qui étaient monstrueux. Donc finalement, s'occuper de la société qui gère la revue dessinée, c'est pas tellement différent de ce qu'on faisait avant. Par contre, on savait pas ce que c'est, créer une boîte, faire ces choses-là. Et il se trouve que dans le groupe des cofondateurs, il y a un journaliste, David Servenet, qui est un ancien de RFI, de Rue 89, de OVNI, qui lui avait participé à la création de Rue 89, qui a été fondée un peu sur les mêmes principes, c'est-à-dire que il nous expliquait comment on faisait. C'est-à-dire d'abord on va faire ça, on va faire des effets d'annonce, un certain nombre de choses, et puis on va aller voir les gens qui ont du pognon pour leur demander s'ils veulent bien participer à la revue, ce qu'on a fait. Mais nous, on voulait absolument garder le contrôle de ce qu'on allait faire dans la revue, donc il fallait qu'on garde le nombre de parts maximum. Elle était valorisée à 1 million d'euros quand on a ouvert le capital, c'est-à-dire avant d'avoir publié quoi que ce soit. Ça, c'est ce qu'on appelle tordre le bras à des investisseurs. Mais ça a bien marché. Nous, on voulait pas, on leur a dit de toute façon, on nous a dit ah, vous vendez trop cher, quoi, 50 000 balles, 5%, c'est pas possible. Vous êtes des sales capitalistes. Et nous, on leur a dit c'est le contraire, c'est-à-dire que nous, on pense que le capitalisme, c'est donner le pouvoir à ceux qui ont l'argent. Nous, on pense que donner le pouvoir à ceux qui travaillent, c'est bien mieux. C'est le contraire du capitalisme et c'est ce qu'on a fait. comment arrivez-vous à déjà, je dirais, à faire venir d'autres dessinateurs pour travailler dans la revue? Comment ça se passe dans la rédaction? Est-ce que c'est le même système qu'une revue? Ça fonctionne de la même manière? Alors, on est très peu nombreux. On n'a pas du tout les moyens d'engager du monde, etc. Donc, en fait, on travaille principalement avec Franck Bourgeron, parce que nous, on est les deux seuls permanents. Enfin, on est une assistante, mais on est les deux seuls permanents. Et on a une forme de comité éditorial qui est constitué de Franck Bourgeron, moi-même et David Servenet. Et une fois on reçoit beaucoup de propositions de sujets. Et une fois par trimestre, on se réunit. On regarde les 50 propositions qu'on a et on en choisit 5. On a petit à petit élaboré une ligne éditoriale qui n'était pas claire au début. Et on l'a un petit peu affiné selon plusieurs critères. Le premier critère, c'était de donner au lecteur la possibilité de lire des sujets qui l'aident à mieux comprendre la société dans laquelle il vit. Voilà. Ça, c'est le truc principal. D'autre part, c'était aussi d'aborder des sujets qui nous intéressent, c'est-à-dire des sujets économiques, sociaux, politiques, environnementaux, enfin voilà, des sujets de société actuelle, mais qui ne soient pas des sujets d'actualité chaude. Voilà pour le choix. Après, le travail se fait effectivement pour chaque sujet. On doit choisir un dessinateur, les faire se rencontrer, les faire travailler ensemble, élaborer un petit peu la narration, discuter sur l'angle d'attaque du sujet. Enfin voilà, c'est tout un tas de discussions qu'on a avec les auteurs, qui amènent chacun. Le journaliste amène beaucoup de données, le dessinateur amène toute son expérience d'auteur de bande dessinée, qui sait manier le langage de la bande dessinée, qui sait manier le dessin, qui connaît la valeur du dessin, chose que ne connaît pas forcément le journaliste ou le scénariste. Et puis, ce qu'on espère, c'est que en fait, leur collaboration, c'est une mini-symphonie à 2 instruments. C'est pas une symphonie, du coup, c'est une musique de chambre, mais en tout cas, chacun a sa partition et essaie de s'accorder au mieux, de manière à ce que et le dessin apporte quelque chose, et le texte apporte quelque chose aussi. Ça donne quelque chose de cohérent sur toute la revue, et je trouve ça vraiment formidable. Ce qu'on essaie de faire, alors là, je pense que vous avez innové une ligne, enfin innové quelque chose. C'est le principe aussi du travail à plusieurs, c'est-à-dire que, évidemment, c'est un peu... la revue dessinée, c'est un peu une basse-cour avec que des coques. Donc ça frotte pas mal, ça s'engueule, ça râle, ça discute. Et du coup, on n'est jamais dans le consensus mou, on est plutôt dans l'envie de convaincre les autres quand on est persuadé de l'importance d'un sujet. Et ça, on espère que le niveau, effectivement, entre le numéro 6 et le numéro 1, ça s'est un petit peu amélioré, ouais. Et c'est toujours beaucoup de discussions, beaucoup de voilà. Puis même avec les auteurs, d'ailleurs, on n'est parfois pas d'accord avec la manière dont ils traitent les sujets. Ça, c'est un petit peu compliqué. Hein. C'est pas toujours. Il y a des moments de tension, on va dire. Mais il y a quand même, faut reconnaître, surtout des moments d'enthousiasme. C'est vrai, quand on est en période de fabrication, on sort de la fabrication du numéro 7, là, qui part à l'imprimeur à la fin de semaine. C'est toujours très enthousiasmant, parce que les auteurs passent du coup pendant le bouclage de temps en temps pour fignoler des choses, ceux qui peuvent passer. Et c'est vraiment très très agréable de travailler. On a l'impression, en tout cas, dans le milieu de la bande dessinée, nous qu'on connaissait bien, on a
On a créé une forme d'ambiance avec un certain nombre d'auteurs qu'on connaissait comme ça, pas forcément très bien, et qui maintenant on connaît assez bien, qui reviennent de temps en temps dans la revue dessinée. Il y a vraiment une très très bonne ambiance, ils sont contents de travailler avec nous, et on a l'impression que la mayonnaise est en train de prendre avec les journalistes aussi, puisqu'on a ouvert des bureaux, on a ouvert 2 bureaux gratuits. Enfin voilà, il y a une connexion internet, les journalistes s'ils veulent venir travailler chez nous, ils peuvent à n'importe quel moment. Et on a des journalistes qui sont là en permanence, donc on a aussi des discussions journalistiques, c'est des gens qui sont assez pointus dans leur domaine. C'est très 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 agréable. Comment ça s'équilibre en fait C'est compliqué l'équilibre, hein. C'est très instinctif. C'est-à-dire que c'est un équilibre entre le type de sujet, peut-être des sujets de société, enquête, documentaire, reportage, ce que je disais, écologie, économie, enfin voilà, on essaie de panacher un petit peu les numéros en fonction de ce qu'on raconte, et puis c'est aussi le panacher en termes de graphisme. On ne peut pas faire que du noir et blanc, on ne peut pas utiliser toujours le même style. On essaie de panacher entre les auteurs qui ont déjà un style très affirmé, un peu ancien, des gens comme Stassen, des gens comme Davodo, etc., avec des auteurs qui sont très jeunes, qui ont un dessin beaucoup plus moderne, comme celui de Benjamin Adam, ou des gens comme ça. Et voilà, c'est un feeling. De temps en temps, on prépare le chemin de fer, on colle tout au mur, et puis on se dit ah non, ça va pas, là, il y a 20 pages qui vont pas, il faut soit on les déplace à l'intérieur du chemin de fer, soit carrément on dit bah ça on le passe dans le numéro d'après, et puis on se débrouille pour assez rapidement le remplacer par un autre sujet. Enquête, reportage, documentaire, voilà, vous abordez tous les sujets. Au niveau politique, comment vous vous placez? Vous n'avez pas peur est-ce que vous arrivez à être, je dirais, équilibré dans les sujets que vous abordez ou pas? Il n'y a pas vraiment de parti pris. Alors, nous, quand je dis qu'on fait de la politique, en fait, ça peut nous arriver de parler des hommes politiques, mais finalement assez peu. Quand on fait de la politique, c'est au sens large du terme, c'est-à-dire on a une initiative, une démarche citoyenne, c'est-à-dire qui s'intéresse à ce qui se passe dans la société. Donc c'est plutôt, excusez-moi, c'est un peu pompeux ce que je vais dire, mais c'est plutôt la politique au sens brechtien du terme. Alors, voilà, pour moi, l'écologie, l'économie, toutes ces choses-là, ce sont des sujets politiques. On s'engueule régulièrement, mais on se marre bien, quand même, quand on parle de politique. Mais l'idée, c'est pas on veut pas faire du prosélytisme politique. Ça nous intéresse pas, ça, en fait. L'idée, c'est de prendre un sujet, de dire voilà, il y a un problème. Comment est-ce qu'on parle de ce problème? Comment est-ce qu'on explique pourquoi est-ce qu'on en est là? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est plutôt cette idée-là, en fait, ce qu'on veut faire quand on parle de politique. Voilà. Alors, j'ai vu que vous aviez un courrier des lecteurs. Oui. Alors, il y a des lettres authentiques. Parce qu'il y en a des pas authentiques. Oui, je vais vous expliquer pourquoi. Il n'y en a pas beaucoup des pas authentiques, mais il y en a quand même quelques-unes. En fait, les lettres authentiques, on publie les lettres et les réponses quand en fait, la question nous amène à vouloir expliquer quelque chose. Quand on pense que la réponse sera intéressante, en tout cas qu'elle intéressera plus de monde que la simple personne qui a posé la question, c'est comme ça qu'on fait. On choisit d'expliquer, et pour recevoir une question par internet, et en fait on se rend compte que ça correspond à une problématique que les gens se posent, qu'on entend de temps en temps dans les festivals, dans les choses comme ça, etc. On se dit bah tiens, là il y a quand même un certain nombre de personnes qui se posent ces questions, donc on va tâcher d'y répondre. On aime bien aussi les questions un tout petit peu polémiques, ou pour lesquelles on ne se sent pas toujours très très bien. C'est vrai qu'au début on a reçu des lettres en disant ouais, disons, il n'y a pas beaucoup de nanas dans la revue dessinée. Bah, c'est vrai, au début il n'y en avait pas beaucoup. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de dessinatrices, en tout cas il y en a beaucoup moins de dessinateurs. Il se trouve que de plus en plus maintenant c'est équilibré, c'est-à-dire que les journalistes sont quasiment à 50-50 hommes-femmes. Enfin, après ça dépend des numéros, mais enfin, en tout cas c'est assez bien équilibré. Qu'on a équilibré le staff de la revue puisqu'on est à 50-50 hommes-femmes. Donc ça nous avait interpellé au début. On a dit ouais, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de, c'est un peu la bande dessinée connue pour être un milieu un petit peu trop masculin. Donc on a répondu à cette question. Il y a des questions sur comment ça fonctionne, comment est-ce que les journalistes et les dessinateurs fonctionnent, etc. Et alors, de temps en temps, on ne reçoit pas des questions, mais on nous pose des questions dans les festivals, dans les rencontres, etc. Et c'est souvent les mêmes questions qui reviennent, mais ce n'est pas des questions qu'on reçoit par Internet. Donc du coup, nous, on crée une question sur la base de ce que les gens nous posent comme question, et puis on y répond.
Ce qui n'est pas complètement malhonnête, mais ce qui est, voilà, c'est pas absolument authentique. Vous faites de la publicité, comment ça se passe? Le travail qu'on fait, c'est un travail avec les libraires comme on peut. Ouais. C'est pas facile, parce qu'on n'a pas la main. Évidemment, on a un diffuseur pour les librairies de premier niveau, ces choses-là. Et puis sur le deuxième niveau, c'est Gallimard qui s'occupe de ça. Et on n'a pas la main du tout. Les gens, ils arrivent, ils ont un catalogue qui fait 800 pages et la revue dessinée dedans. Bon, c'est pas simple. Il y en a plein qui ne savent pas qu'on existe. C'est un petit peu difficile. La promotion, ça coûte très cher. Les pages de pub, on n'en a pas fait parce que ça coûte horriblement cher. On développe la notoriété par le biais des réseaux sociaux. On a une page Facebook qui compte beaucoup de personnes. On est quand même assez souvent cité ou invité sur les différentes stations de Radio France, un petit peu à la télé. On a un bon partenariat avec Mediapart. Voilà, et puis on fait ce qu'on peut. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de projet, savoir, enfin, est-ce que là, tu me parlais du numéro 8, même du numéro 9, ça veut dire que vous avez vraiment une visibilité sur un ou deux numéros? Le numéro 8, il est quasiment plein, parce que c'est le 7 qui part à l'impression, oui, le 7, mais ça veut dire que nous on rentre en bouclage le 15 mars. Pour le prochain, ça veut dire qu'il nous reste grosso modo un petit peu moins de 2 mois, et ça veut dire que les dessinateurs, il faut qu'ils assurent maintenant qu'ils avancent, parce que nous le 15 mars, il nous faut les pages finies, on a 5 semaines de fabrication. Ouais, c'est pas un truc qui est simple, et donc ça veut dire qu'on lance les sujets du 9, qu'on commence même à lancer des sujets sur le 10 en amont, parce qu'on savait que le journaliste il peut pas commencer avant je sais pas quoi, le dessinateur il peut dessiner qu'au mois d'août. Enfin voilà, c'est une anticipation sur ce truc-là. Puis il y a des sujets qui font 60 pages qui demandent un travail d'enquête. Et puis on sait qu'il y a des auteurs qui vont nous planter en disant je peux pas rendre les pages comme il faut, laissez-moi 3 mois de plus, comme Carlos Nin a fait. Vous vous retrouvez avec des problèmes d'éditeurs en fait. Hein. On se retrouve avec des problèmes d'éditeurs sans avoir. En fait, c'est plus grave pour nous. C'est-à-dire que nous, on a une obligation de parution à date fixe. Moi, j'ai déjà travaillé, j'ai fait beaucoup de livres. C'est vrai que quand on fait un one-shot, le dessinateur dit j'aurai 3 mois de retard. Bon, on dit qu'à la sortie du numéro 3, personne ne l'attend. La revue, on ne peut pas. Ouais. Donc, les auteurs, on les marque à la culotte, certains, parce que c'est très compliqué. Et puis, il y a un gros travail derrière. Il y a des doubles corrections, il y a un travail de photogravure, c'est un énorme boulot. 5 semaines pour 5 gros sujets et 5 chroniques, c'est vous dire s'il y a du boulot. La moyenne de vos ventes se situe à... Pour l'instant, nous on vend, grosso modo, là sur les derniers numéros, on va vendre 12-13 000 en librairie. C'est bien. Plus on a 3 000 abonnés, ça veut dire qu'on est à l'équilibre. D'accord. En fait, sur l'année, on gagne un tout petit peu d'argent. En fait, on a gagné l'équivalent de 5 000 € par mois. 4 500 €, 5 000 € qui va nous permettre de souffler un petit peu et puis de faire des choses, de financer par exemple l'émission dessinée, qu'on ne savait pas comment financer, parce que ça nous coûte de l'argent, ça ne nous rapporte absolument rien, ça c'est une évidence. De la financer parce qu'on a vraiment envie de le faire, même si ça nous coûte de l'argent. Et puis de financer un peu plus de voyages pour les auteurs, quand ils partent faire des reportages, on leur disait parce que c'est vous qui financez tout ça. On finance. Là, on va participer à un gros truc en fait. C'est un projet, je ne vais pas trop en parler, mais un projet qui va aller en Ukraine. On va envoyer un dessinateur, un journaliste. Super. Il y a un fixeur, mais il faut les payer ces gens-là parce qu'ils partent 3 ou 4 semaines. Donc c'est un partenariat avec plusieurs, avec un quotidien, un éditeur et nous. Alors nous, on va pas être majoritaire dans ce truc-là, mais on amène quand même quelques milliers d'euros. Et ensuite, on va publier le sujet. Mais voilà, c'est de l'argent qui s'accumule, qui sort en s'accumulant. Donc c'est bien si on gagne un tout petit peu d'argent, de manière à pouvoir faire ces projets qu'on a vraiment envie de faire, même si ça coûte un peu plus cher. Et puis on a envie de faire la fête aussi, c'est-à-dire que quand on fait un lancement à Marseille, on invite 4-5 auteurs, peu importe où ils habitent, on leur paye l'avion, on leur paye le train, on leur paye l'hôtel, la bouffe, et puis on fait la fête, et puis voilà, c'est pas des grosses sommes d'argent, mais c'est 3-4 fois dans l'année. Donc l'argent, il sert aussi à ça, à un moment, se dire, on a les moyens de mettre 400-500 balles régulièrement pour faire venir un auteur qui est tout seul dans son coin, qui n'est jamais invité, alors qu'il collabore avec la revue depuis le début, quoi. C'est aussi simple que ça. Et donc dans les développements, effectivement, il y a l'émission dessinée. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a eu la première au mois de novembre. C'est une émission dessinée qui est diffusée sur le web, on a une chaîne Dailymotion, une chaîne YouTube, en direct. Ça dure la première a duré 4h30, c'était un petit peu long. Maintenant, on va rétablir un truc et ça va descendre vers 3h, où on parle
et de bande dessinée, et un petit peu aussi des sujets de la revue dessinée. Et puis il y a des battles de dessin, il y a des têtes, ce qu'on appelle la tête à tuto, on a des dessinateurs qui apprennent comment on fait une caricature. En fait, c'est un espèce de mélange entre droit de réponse, on a un tout petit peu moins polémique, et l'émission Tac au Tac de Frappa. C'est-à-dire où des dessinateurs sont là en direct, vont dessiner des choses. C'est une espèce de mélange comme ça, qui parle d'information, qui parle des auteurs, qui parle de la technique du dessin, mais qui parle aussi des sujets de fond, où on invite les journalistes à parler et les dessinateurs d'ailleurs, à parler de leur collaboration, de comment est-ce qu'on fait un sujet dans la revue, d'aller plus loin que ce qu'ils ont raconté dans la revue. C'est l'équipe de réalisation des lives de Mediapart qui réalise notre émission, Small Bang en fait, donc c'est une équipe de professionnels. Voilà, on va faire 4 émissions par an, plus une spéciale à Angoulême. C'est un gros cousin, mais vraiment c'est très agréable. Voilà, et puis le développement, on a le développement d'une autre revue, mais ça, il ne va pas sortir avant 2016, donc en collaboration avec un éditeur généraliste, un truc très sérieux. Qui se rapproche plus d'une revue... Non, ça va se rapprocher, physiquement, ça sera assez proche de la revue dessinée, parce que ça sera du réel en bande dessinée, mais on ne peut pas vraiment parler pour l'instant, c'est un petit peu... Ça a beaucoup parlé, pas peur que ça... Ça a beaucoup parlé d'histoire. Non, on va faire en sorte que ça ne soit pas. D'accord. Et puis la concurrence, ça bombe, c'est que ça crée de l'émulation. Oui. Certes, mais ça fait quand même de la concurrence. On va voir. On avance, hein. Non, mais... Voilà, nous, il faut que ça tire dans tous les sens, sinon c'est pas amusant. Non, mais je comprends bien. Mais... Voilà, le métier d'auteur de bande dessinée, c'est tellement plan-plan, finalement. Oui, on est seul chez soi, on écrit toute la journée, on dessine toute la journée, avec France Culture en fond. On rentre le soir chez soi, on donner le pain aux enfants, dîner. Puis... Bon, donc là, c'est bien, ça tire dans tous les sens. C'est fatigant, mais au moins, on rigole bien. Est-ce que vous auriez des questions à poser à Sylvain? Est-ce que vous auriez un dessinateur de rêve pour la revue dessinée que vous n'avez jamais réussi à avoir et que vous aimeriez avoir? À titre personnel, on va dire, moi j'aimerais bien avoir Emmanuel Guibert. Je suis d'accord. On aimerait bien avoir Benjamin Flao aussi. Quelle est la démarche des journalistes qui vous contactent? Pourquoi ils s'adressent en particulier à une revue dessinée? Alors il y a plusieurs raisons. Au début, c'était surtout des copains de David Servonnet. Il a un grand réseau de journalistes, enquêteurs en particulier, donc il nous a fait rencontrer beaucoup d'enquêteurs. Sylvain Lapoix, Jean-Marc Manac, Xavier Harel, des gens comme ça, Fabrice Misio, enfin bon, des gens assez costauds. Et ensuite, assez rapidement, les journalistes ont découvert la revue. Il y en a qui aiment la bande dessinée, donc ils nous ont demandé, ils ont dit « Ah, moi j'adore la bande dessinée, j'ai toujours rêvé de faire une bande dessinée, est-ce qu'il n'y a pas moyen de travailler ensemble ?» Ils ont fait des propositions, enfin voilà, donc ça s'est passé aussi comme ça. Et puis il y a la troisième raison, c'est qu'il y a plein de journalistes qui crèvent la faim, et qui se disent « Bah voilà, il y a un nouveau média, je vais tenter ma chance. » Tout simplement. Mais la plupart quand même, c'est des gens qui aiment la bande dessinée, et qui se disent « Voilà, ils en lisent plein, et c'est un peu des rêves de lecteurs, de faire un jour une bande dessinée, donc ils se disent pourquoi pas joindre l'utile et l'agréable en fait. C'est être payé pour faire mon travail, mais en plus dans des bonnes conditions, avec de l'espace, parce qu'on propose aux journalistes de l'espace pour raconter ce qu'ils ont à raconter, et puis avec un truc, voilà, je vais travailler avec un dessinateur, je vais faire une bande dessinée, quoi. Ça les excite, et je comprends parce que c'est très agréable. Eh bien, voilà, je pense qu'on va remercier Sylvain pour merci de m'avoir invité. Et voilà, le féliciter encore parce que je pense que c'est avec des initiatives comme ça que la bande dessinée se portera bien et encore mieux. C'est vrai que chez nous ça se passe bien, enfin dans la bande dessinée en général ça bouge. Et encore merci à tous ces auteurs. Parce que, voilà, je le dis, je répète, on est tous main dans la main et on est heureux de vendre la revue dessinée. Voilà. Ben oui, mais parlez de nous, ça nous fera du bien. Voilà, c'est ce qu'on fait. Et nous, on est très contents de venir rencontrer des gens qui aiment notre travail, parce que c'est bien agréable. Ouais, tout à fait. On aime ce que vous faites, c'est formidable.